Bonjour à tous. Je suis très heureux de venir vous parler d'un sujet qui, en principe, n'est pas vraiment ma spécialité, puisque je suis plutôt spécialiste du paysage français au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais j'ai une autre passion dans la vie, qui sont les caricatures, de toutes les époques d'ailleurs, qu'elles soient anciennes, et Dieu sait si on en connaît des très amusantes très tôt dans l'histoire des arts, ou qu'elles soient toutes récentes, collées à l'actualité, parfois la plus brûlante. Il se trouve que Napoléon, comme tous les grands hommes d'ailleurs, mais peut-être davantage encore que la plupart d'entre eux, a fait l'objet d'innombrables caricatures de son vivant, et ensuite a été une source d'inspiration quasi infinie jusqu'à aujourd'hui pour tous les dessinateurs et les caricaturistes, et également, nous le verrons, pour certains cinéastes qui se sont amusés avec sa silhouette. Donc le choix que j'ai fait aujourd'hui est un choix très subjectif, parce que la matière est gigantesque. On a des milliers et des milliers de dessins ou de caricatures qui sont inspirés par Napoléon Ier ou par Bonaparte. Sa silhouette est un petit peu différente. C'est donc un choix subjectif que je vais vous présenter ce matin, en essayant de vous montrer comment est-ce que cette grande figure de l'histoire est devenue en fait une figure tout court, une silhouette. Et je pense que c'est un sujet qui va vous plaire, vous amuser, et qui va trancher un petit peu avec les autres conférences qui étaient plus historiques, plus sérieuses que celles que je vais avoir la joie de faire devant vous. Évidemment, on ne pense pas forcément tout de suite à Napoléon en ce qui concerne l'humour et le rire. Pour le plaisir, j'ai reproduit ici la couverture d'un ouvrage qui a traité justement de ce thème, de l'humour de Napoléon. Napoléon avait-il de l'humour? Riait-il? Quand on connaît sa personnalité à la fois enflammée et très occupée par le pouvoir, on peut s'interroger. On lui prête en tout cas cette citation que vous avez sur l'écran. Je lui dis on lui prête parce qu'en fait on ne sait pas si c'est véritablement une citation réelle, ou si c'est un propos qui lui a été donné. En fait de système, il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille. C'est un mot qui le présenterait, je parle toujours au conditionnel, comme spirituel, et qui nous permet d'introduire ce sujet. Je pense que la première chose qu'il faut noter, c'est que, avant toute chose, et cela explique sans doute le succès de sa physionomie auprès des caricaturistes, avant toute chose, Napoléon, c'est d'abord une silhouette. Et ce genre très particulier qui se développe beaucoup au XVIIIe et au XIXe siècle, de la silhouette, qui cherche à représenter une personnalité uniquement comme cela, en ombre chinoise. Napoléon a été sûrement un des hommes qui a fait l'objet du plus grand nombre de variations sur ce thème de la silhouette, déjà de son vivant. Vous en avez ici deux exemples qui montrent comment est-ce qu'on peut synthétiser cette personnalité à travers, bien évidemment, le fameux bicorne sur lequel je vais revenir, et puis cette silhouette dans un manteau, et on devine d'ailleurs, même si on ne le voit pas, la main qui est dans le gilet sur la silhouette de gauche. Alors ces variations, elles ont été nombreuses, et comme je le disais, de son vivant même. Vous avez aussi des variations qui le présentent, comme c'est le cas ici, à différentes époques de sa vie, puisqu'on reconnaît davantage Bonaparte à gauche, et peut-être davantage Napoléon à droite, dans cette évolution de ce que les dessinateurs de son époque ont pu retenir de cette silhouette napoléonienne. Et d'ailleurs, quand on représente une scène collective, ici une scène de bataille, la bataille d'Austerlitz, qui est représentée en ombre chinoise, on reconnaît tout de suite sa silhouette en fait. Il est à cheval au milieu, et on la reconnaît justement grâce au bicorne qui le caractérise. Par ailleurs, de son vivant, et ensuite tout au long du XIXe siècle, ces silhouettes de Napoléon sont devenues des œuvres d'art, ce qui est un peu une étrangeté. Vous en avez encore qui passent en vente assez régulièrement aujourd'hui. Deux exemples parmi de nombreux autres, de ces silhouettes qui sont encadrées, même très joliment, comme celle de gauche, et qui sont destinées à devenir un souvenir, en fait. Donc nous sommes à la frontière entre le dessin et la caricature, bien évidemment, dans cet exercice. Cette silhouette étant évidemment très noble dans le cas de la représentation de droite, où on le voit sur un champ de bataille en train de rêver devant un paysage.
Alors, ce qui est évidemment important pour nous, c'est de retenir que c'est cette silhouette qui va avoir un grand intérêt par la suite, puisque les caricaturistes aiment ce genre de silhouette très facile à reproduire, avec 2-3 éléments très, très rapides. Et Napoléon, que vous avez évidemment au milieu à droite, est comme ça résumé en quelques traits de plume, comme peut l'être le personnage de Charlot, du général de Gaulle ou d'Hitler. Vous voyez, avec des effets extrêmement simples à chaque fois. Les caricaturistes, les dessinateurs aiment bien ces personnages qui soignent comme cela leur apparence, leur physionomie, avec quelques éléments que l'on peut reproduire très vite. Et au premier coup d'œil, on voit que c'est Napoléon, évidemment, qui est traité. Alors, il y a des variantes qui peuvent paraître un tout petit peu étranges, hein, mais en attendant, Napoléon sert aussi, dans les deux cas, alors ce sont deux exemples, hein, il y en a bien d'autres, sert aussi pour désigner les toilettes des messieurs. Hein. Alors, on voit que l'ombre chinoise a eu un grand succès par la suite, y compris sur ces pictogrammes que l'on peut voir de temps en temps dans les aéroports ou dans les gares. Alors, je vais vous parler de ce bicorne. Il a évidemment une grande importance dans notre histoire, puisque c'est sûrement l'objet, le vêtement qui le caractérise le mieux. On pense immédiatement à lui lorsque l'on voit un bicorne, alors que ce type de chapeau était porté par d'autres officiers ou par d'autres militaires, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Aujourd'hui, les polytechniciens ont un bicorne, mais qu'ils portent avec une corne en avant, une corne en arrière, alors que, bien sûr, Napoléon le portait de cette manière. Et sûrement, quand on résume cette silhouette, ce bicorne est la chose qui marque le plus et qui a une grande importance. On en connaît évidemment plusieurs qui sont censés être un des bicornes de Napoléon. Vous avez à gauche sur l'écran un bicorne qui se trouve aujourd'hui aux Invalides, et à droite un bicorne qui est passé en vente il y a quelques années et qui a atteint la somme énorme de 1 800 000 $, ce qui montre le fétichisme qui peut se porter ainsi sur ces accessoires, et particulièrement sur celui-ci qui résume complètement la personnalité de Napoléon. Qui la résume d'ailleurs au point que certains dessinateurs ont utilisé ce bicorne pour résumer sa carrière. Vous avez ici le bicorne dans différentes positions, qui résume en fait la carrière de Napoléon depuis l'épisode du Vendémiaire que vous avez en haut à gauche, jusqu'à son exil à Sainte-Hélène en bas à droite. Vous avez, par la position de ce bicorne, un certain nombre d'épisodes historiques qui sont résumés par le peintre ici, et qui montrent Napoléon tantôt triomphant à Austerlitz, tantôt vaincu à Waterloo, ce qui est quand même une manière de résumer la carrière de ce personnage historique à travers son chapeau, qui est tout à fait curieuse et qui montre l'inventivité que les artistes ont ressentie dès son origine. D'ailleurs, et la chose est amusante, et pour tous ceux d'entre vous qui connaissent ce film, vous allez immédiatement comprendre comment est-ce qu'on peut tout d'un coup faire une allusion à Napoléon Ier uniquement avec la déformation d'un chapeau pour le plaisir. Donc nous allons retrouver pendant une petite minute Louis de Funès dans La folie des grandeurs. J'ai une proposition à te faire. C'est bien payé? Une fortune, la mienne. Tu me prends pour ton âne? Ah, c'est ça. Non. Non, pas par là, va plus loin. Ah. Écoute-moi bien. César, le bandit, le truand, disparaît. On l'oublie. On l'oublie. Paf, on l'oublie, il est parti. Tu redeviens Don César. Et je fais croire à toute la cour que tu reviens des Amériques. Et tu séduis la reine. C'est vrai ce qu'on raconte? C'est elle qui t'a disgracié? Tu séduis la reine. J'envoie une lettre anonyme au roi. Il vous surprend, la répudie et me rappelle au pouvoir. Et tu t'imagines que tu trouveras en Espagne quelqu'un d'assez idiot pour marcher dans une combine pareille? Un idiot! Mais oui, il y en a un dire que j'étais assez bête pour le foutre à la porte. Car toi, bien entendu, c'est non. Oh non, non! Non!
Voilà, ça fait toujours plaisir et ça montre à quel point on peut comme ça évoquer Napoléon avec juste un chapeau. Vous savez que dans un autre film, Hitler avait fait la même chose avec Hitler, avec une ombre là également. Donc Louis de Funès avait cette spécialité, mais je trouve que ça résume bien ce que je cherchais à vous dire à travers ces quelques exemples, qui est l'importance du chapeau, du bicorne, dans cette silhouette. Autre importance également, la petite taille. En fait, il n'était pas si petit que ça, puisqu'il faisait 1,68 m, mais on a beaucoup retenu cette petite taille et s'est appliqué ensuite dans de nombreuses caricatures à d'autres personnages, surtout des personnages politiques, que l'on représentait en Napoléon, justement parce qu'ils étaient petits, à l'exception de Gaulle d'ailleurs, qui était très grand et qui a été aussi, nous le verrons, représenté en Napoléon. Alors, c'est très très intéressant de voir que cet exercice de la comparaison des tailles, cette image est la suivante, vous pouvez la trouver sur Internet, il y en a des dizaines d'autres. On a cherché à comparer comme ça les hommes politiques, bons ou mauvais, à partir de leur taille. Et vous voyez que le point de référence à chaque fois, aussi bien dans cette image, je vous laisse retrouver les personnalités de l'histoire qui sont représentées, que dans l'image suivante, où ce sont cette fois des hommes politiques modernes qui sont représentés, avec deux conquérants célèbres de part et d'autre de Napoléon. À chaque fois, c'est donc Napoléon qui est le maître étalon, si je puis dire. C'est-à-dire c'est lui qui est la référence et qui sert à montrer que voilà, David Cameron est beaucoup, beaucoup plus grand que les autres, de même que Barack Obama, très bel homme. Et puis, bien sûr, nos deux présidents qui sont autour de Napoléon et qui, visiblement, ont gardé la même taille, à peu près. Ça se joue à pas grand-chose. Cette question de taille est vraiment importante parce qu'en fait, elle va revenir, nous le verrons, un petit peu comme un leitmotiv chez les caricaturistes, indépendamment de la silhouette, bien sûr, qu'ils représentent. Alors, il faut reconnaître aussi que Napoléon a beaucoup soigné sa propagande de son vivant. De très très grands artistes ont servi son pouvoir et ces artistes ont inventé des images de lui qui là aussi vont être réutilisées par la suite. Alors on va en voir quelques-unes qui sont des tableaux très célèbres, vous allez retrouver des tableaux que vous connaissez, Bonaparte franchissant les Alpes, tableau qui se trouve aujourd'hui à Malmaison, il y en a d'autres versions à Versailles aussi, qui montre donc Bonaparte vraiment conquérant sur son cheval en train de partir à la conquête de l'Italie. Ingres qui le représente premier consul, c'est un tableau qui se trouve aujourd'hui conservé à Liège et qui le montre dans son cabinet de travail avec, comme vous le voyez, la main dans le gilet qui va devenir un troisième signe important rappelant sa physionomie. À nouveau, David, dans le grand sacre de l'empereur qui se trouve au Louvre, où on le voit cette fois en costume du sacre, juste après s'être couronné, au moment où il va couronner sa femme Joséphine. Toujours Ingres, en costume de sacre, Napoléon est représenté ici un peu comme un empereur romain avec les accessoires du pouvoir et avec cette frontalité très spécifique de la représentation des empereurs romains et byzantins. Toujours en costume de sacre, cette fois représenté par le baron Gérard. Autre image qui a été envoyée dans toutes les préfectures en France au moment de son sacre. En empereur, mais cette fois représenté de façon plus intime par David, toujours dans son cabinet de travail, avec une fois encore la main dans le gilet qui est très mise en valeur par le peintre. Et puis plus tard, au XIXe siècle, cette image continue à être représentée. Ici, Édouard de Taille, qui est un peintre de la deuxième moitié du XIXe, reprend cette mythologie napoléonienne avec cette représentation de l'empereur, cette fois à la tête de ses troupes pendant une bataille. Donc vous le voyez, les artistes ont beaucoup travaillé sur cette physionomie, présentant des portraits tout à fait officiels, mais bien évidemment, ces portraits, eux aussi, vont être une source de richesse pour les caricaturistes. De son vivant, il est déjà très apprécié par les caricaturistes, particulièrement par les caricaturistes anglais, qui le détestent, évidemment, comme tous les Anglais ont pu détester Napoléon à une époque. Et il y a eu de nombreuses caricatures qui le montrent tantôt en Bonaparte, tantôt en Napoléon.
Ici, il est à table avec un Anglais en train de se partager le monde, comme vous le voyez. Cette image du conquérant revient très très souvent dans les caricatures anglaises. Autre exemple, il avale le monde en une seule bouchée, ce qui est évidemment un moyen de montrer sa soif de pouvoir d'une façon très brutale. Là, il est toujours en général. On reprend cette image de l'empereur romain et du tableau d'Ingres qu'on a vu tout à l'heure dans une autre caricature qui le montre en conquérant et en soldat brutal, mais avec le costume du sacre. Et surtout, on se moque de lui comme d'un parvenu. Alors, c'est un des thèmes les plus fréquents de la caricature en France et en Europe à cette époque-là. On le montre comme une sorte de bourgeois gentilhomme, vraiment de personnage qui veut imiter les nobles, qui veut imiter les puissants, les grands. On le voit ici en train d'apprendre à marcher et à danser. Et ici, encore plus clair, le jet dépouillé de ses plumes empruntées, en reprenant évidemment la fable de La Fontaine, le jet paré des plumes du plan, qui est l'exemple même de la caricature s'appliquant à un parvenu. Et on voit très bien comment il a pu être ainsi critiqué par ses contemporains dans ce type de dessin. Alors il y en a beaucoup, hein, cela fait l'objet de plusieurs ouvrages, ces caricatures anglaises et françaises montrant ainsi Napoléon. Parfois, on retrouve un peu des jeux sur la physionomie, l'ombre chinoise, avec ce personnage qui est fait à partir d'une carte pour sa veste, d'une main pour son épaulette, et puis de corps entrelacés qui évoque déjà le côté très très négatif que les contemporains ont retenu de lui, c'est-à-dire cet homme qui a massacré beaucoup de gens durant des batailles, et ça devient le thème le plus fréquent des caricaturistes, surtout anglais. On dit qu'il est l'enfant du diable, comme vous pouvez le voir à gauche. On le voit sans cesse représenté sur des cadavres, après des batailles où de nombreuses personnes sont mortes. Autre exemple, hein, il est sur un monceau de têtes de mort qui montre à quel point son pouvoir a pu être brutal et ressenti comme tel par ses contemporains. Et puis on le représente comme ça, comme une sorte de serpent mythique qui sort d'une caverne pour aller attaquer l'humanité. Donc ces caricatures sont à la fois très violentes, dans leur ton, bien sûr. Bon, c'est un pays ennemi qui se moque du conquérant, très inventive dans leur source d'inspiration, et en même temps toujours négative vis-à-vis de Napoléon lui-même. Et évidemment, on y retrouve un tout petit peu d'humanité, un tout petit poil d'humanité quand il est tout seul comme ça sur son île déserte et avec un diable qui lui propose de se suicider. On voit que jusqu'à la fin, même quand il a chuté, les caricaturistes se sont fait plaisir à le représenter. Et d'ailleurs, ça c'est une affaire sans fin, puisque le pauvre Napoléon III, qui montera sur le trône des décennies plus tard, on le représentera aussi en Napoléon Ier, avec un clin d'œil bien sûr à ce membre illustre de sa famille auquel il voulait ressembler en tant qu'empereur. Et bien évidemment, là aussi, les caricaturistes renouèrent le fil durant le Second Empire. Alors une fois que l'on a vu cette question de cette image napoléonienne, de cette silhouette, de cette physionomie, que l'on a vu également comment les grands artistes s'en sont emparés pour les tableaux de propagande qui ont été faits par eux, comment les caricaturistes se sont aussi emparés de cette silhouette pour le critiquer, tout cela de son vivant, on remarque que très vite des déclinaisons se sont faites, et j'ai pris quelques exemples pour commencer de déclinaisons à partir des grands tableaux que nous avons vus. Alors on retrouve à gauche le Bonaparte franchissant les Alpes de David, et à droite c'est Uderzo qui représente Jules César dans un dessin qui n'est pas tiré d'un album mais qui a été fait, j'allais dire, pour le plaisir, pour être reproduit. Uderzo a repris exactement la physionomie de Bonaparte franchissant les Alpes, avec cette figure de César, qui donc est vraiment très, très fidèlement, comme vous pouvez le voir, tirée du tableau. Mais Uderzo n'est pas le seul dessinateur à savoir fait cela, puisqu'on a notre ami Maurice qui représente cette fois Jolly Jumper, sur lequel est monté
Napoléon Bonaparte, comme vous le voyez, toujours dans la belle posture, avec sa petite marguerite dans la bouche, qui détonne un peu avec la noblesse de la scène du tableau original. Et puis à droite, c'est Donald, cette fois, qui, lui, est sur ce destrier. Alors on ne sait pas très bien quelle montagne il va franchir, mais en tout cas, il reprend exactement le tableau. Et puis, il y a d'autres variantes. Alors, évidemment, c'est parfois surprenant. Ici, on a Barack Obama qui part à la tête de ses troupes. On ne sait pas très bien où il va. En tout cas, il part, il franchit les Alpes lui aussi, mais à sa manière. Et puis, alors, on a évidemment beaucoup d'autres personnalités. À gauche, c'est Donald Trump. Il n'est pas facile à reconnaître, mais quand on l'a vu, on le reconnaît tout de suite. Puis à droite, on ne le présente pas, on le verra de temps en temps, Monsieur Sarkozy, qui là aussi est en train de franchir les Alpes. Puis alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus maltraités, mais toujours avec les mêmes variantes. Alors bon, à gauche il a fait tomber Valérie Trierweiler, ce qui n'est pas très gentil. Et puis à droite, je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, il est sur un scooter et il franchit les Alpes. Enfin, voilà. Bon, alors, il n'est pas là, j'espère qu'il me pardonnera. Mais de toute façon, au niveau de la parité politique, vous voyez, chacun, on a un petit peu une belle variante, la très belle variante du tableau d'Ingres, avec cette fois à nouveau M. Sarkozy qui pose en empereur. Donc c'était au moment de son élection, bien sûr. Et puis même les grandes compositions comme ça, comme le Sacre, donnent des idées aux artistes. On a ici donc le Sacre, le vrai tableau. Et puis on a une chose qui était étonnante, on oublie ce genre de caricature. De Gaulle, je ne sais pas pourquoi, était très souvent représenté comme Napoléon, comme un conquérant napoléonien. Et là, vous voyez, il est en train de poser un chapeau haute forme. On ne sait pas très bien exactement pour qui. En tout cas, c'est le Sacre de Charles Quinquin, d'après David, dit gentiment le dessinateur, qui est donc représenté ici. Et puis, alors, on retrouve M. Sarkozy en train de répéter, en fait, la scène. Donc, avec cette petite phrase, on frappe avant d'entrer dans la chambre des parents. Ils sont en train de répéter le jour de son intronisation. C'était entre les élections et le moment où il arrive à l'Élysée. Donc vous voyez en fait les grandes œuvres qui étaient au départ faites pour louer le pouvoir napoléonien ont été repris, détournés par les caricaturistes dans l'histoire, et aujourd'hui encore, cela les inspire. Alors on a vu tout à l'heure celui de David, qui est donc reproduit au centre, le Napoléon dans son cabinet de travail, à gauche George Bush, à droite M. Sarkozy, qui sont représentés très très fidèlement d'ailleurs en caricature dans cette posture, comme d'ailleurs de manière un peu plus synthétique, la figure de Barack Obama est reprise aussi dans le même costume, dans cette très belle caricature qui avait été publiée dans la presse. Donc on voit comment est-ce qu'on détourne ces images de propagande, et on a vu surtout plusieurs fois ce thème de la main dans le gilet, sur lequel je voudrais m'arrêter un court instant, parce que quand on veut représenter Napoléon, ici c'est Maurice qui décide un personnage très très amusant dans un de ses albums, qui se prend pour Napoléon Ier et qui a reconstitué quelque part au fin fond du Texas un mini-empire. Évidemment, cette question de la main dans le gilet réapparaît sans cesse. Alors, vous le savez, on a souvent dit que c'était parce qu'il avait des maux d'estomac, qu'ayant mal au ventre, il mettait sa main pour s'appuyer là où ça lui faisait mal. Beaucoup d'historiens maintenant contestent et récusent cette thèse. Et il suffit d'ailleurs pour se rendre compte que ça n'est pas un geste qui lui est personnel de regarder d'autres portraits de personnalités du XVIIIe et du XIXe siècle. À gauche, vous avez le marquis de Lafayette, qui, comme vous le voyez, est en train de glisser sa main dans son gilet. À droite, vous avez George Washington, qui, lui, a également cette main glissée dans le gilet. Et puis, on pourrait égrener, alors j'en ai pris que quelques exemples, Paul Verlaine, à gauche, Eugène Delacroix, à droite, évidemment Staline à gauche et Karl Marx à droite. Vous voyez, tous ces gens ont la main dans le gilet. Alors, on a aussi avancé une autre explication, qui était que cette position de la main correspondait à un rite initiatique de la franc-maçonnerie. Alors pour les quelques enfants qui sont là, la franc-maçonnerie est une société secrète qui, je résume très vite, qui a eu un grand succès à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle et qui existe toujours.
Ce sont des sociétés qui ont des déclinaisons dans différentes, autour de différents rituels, et ce sont des gens qui se retrouvent entre eux avec cette idée non pas de comploter, comme on l'a dit, mais au contraire de servir un idéal. Et ces francs-maçons sont initiés, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on les fait entrer dans cet ordre et où ensuite ils passent un certain nombre d'étapes. Et on sait qu'il y a un des grades de l'un des rites de la franc-maçonnerie qui se caractérise de cette manière par la main dans le gilet. Vous voyez, c'est même quelque chose d'assez connu, puisqu'il y a ce très joli dessin de Picsou avec la main dans le gilet, où dans une série de bandes dessinées où on présentait justement la franc-maçonnerie à travers les personnages de Mickey, plus particulièrement Picsou, on explique ici pourquoi est-ce que Picsou a la main dans le gilet, et on renvoie à ce rituel de la franc-maçonnerie. Alors le rituel est très connu, hein. Vous voyez que le dessin que vous avez vu juste avant est tiré d'un ouvrage célèbre dans lequel on montrait d'autres positions que le jeune franc-maçon, l'initié, devait avoir, et entre autres celle de la main dans le gilet. Et cette main dans le gilet qui fait référence à un extrait de la Bible tel qu'il est cité ici dans un ouvrage très célèbre sur les rituels maçonniques. Alors on a dit, oui, ben voilà, le clin d'œil, c'est que alors deux francs-maçons célèbres, hein, qui ont la main dans le gilet chacun. À gauche, c'est Mozart, et à droite, c'est Simon Bolivar, le fondateur de la Bolivie, entre autres, qui était lui aussi franc-maçon. De la même manière que Washington et Lafayette qu'on a vu tout à l'heure. Alors on s'est dit, mais au fond, est-ce que ce signe de la main dans le gilet ne correspond pas à une initiation de Napoléon dans la franc-maçonnerie? Non, visiblement, il n'a jamais été initié, ou en tout cas, ça ne faisait pas partie de ses références. Et il est plus vraisemblable qu'en fait, tout simplement, c'est un moyen de se poser. À l'époque, les pantalons n'ont pas de poche, donc on ne peut pas mettre les mains dans la poche. Très souvent, les vestes n'en ont pas non plus, ou elles ne sont pas très, très commodes. Et quand on est en public, quand on est en plus représenté comme ça dans un portrait, c'est un beau geste que de mettre la main dans le gilet, et c'est un geste que l'on voit dès le XVIIe siècle dans de nombreux portraits. Comme vous l'avez vu, au XIXe siècle, les gens se font photographier aussi comme ça, avec cette main dans le gilet. Et ce geste si caractéristique de Napoléon, au fond, ne lui est pas particulier. Enfin, c'est un geste qu'il a adopté, qui est devenu une sorte de signature presque pour sa silhouette, mais que l'on retrouve, comme vous venez de le voir, dans de nombreux autres exemples, chez de nombreuses autres personnalités. Alors il y a une autre explication aussi peut-être, hein, c'est qu'il avait un portable et qu'il envoyait des SMS. Alors ça m'a beaucoup amusé, parce que je me dis vraiment, ça ne doit pas être très simple de faire partir des SMS comme ça avec la main dans le gilet. Mais enfin, apparemment, ce monsieur y croit. Alors, on retrouve donc ces caricatures, après cette petite digression sur la main dans le gilet. Et nous allons traverser quelques exemples, cette fois, d'hommes politiques qui sont représentés, pas forcément à partir d'œuvres célèbres comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais qui ont été représentés comme ça, avec cette silhouette napoléonienne. Le plus étrange toujours, c'est De Gaulle. Hein. Vous voyez que tout d'un coup, sa personnalité se transforme avec juste deux choses, hein, qu'on vient de voir très, très précisément, c'est-à-dire le bicorne, qui lui tombe un peu sur les yeux, et puis la main dans le gilet. On voit que la transformation de Gaulle en Napoléon se fait comme ça, avec juste cet accessoire et cette position de la main. Et alors la figure de Napoléon revient souvent, hein, en arrière-plan. Vous voyez, sur le dessin de gauche, on voit un tableau avec Napoléon qui est juste derrière le général, comme une référence en fait pour lui, et puis une caricature allemande qui le montre cette fois en Napoléon, avec les bottes, le grand costume, la main dans le gilet et le bicorne. Très, très joli résumé en fait, et cas assez rare d'une personnalité de très haute taille, puisque De Gaulle était très grand, représenté en Napoléon. Et vous voyez, les variantes sont souvent des références explicites, hein, puisque ici la Marianne se plaint en lui disant qu'elle veut bien assumer, qu'elle a déjà assumé beaucoup de gens avant De Gaulle, et on voit Napoléon III et Pétain, ce qui est évidemment un raccourci un peu rapide, en tout cas une critique bien sûr du pouvoir que De Gaulle est en train de mettre en place avec la Ve République.
Alors, bien sûr, il y en a qui n'ont pas de chance parce que c'est sans arrêt. Voilà. Alors, lui, quel que soit son devenir politique, hein, je ne fais pas de politique ici, mais vous voyez que même les journaux très sérieux, Le Point ici en l'occurrence, hein, et alors il y a ce raccourci qui est très très drôle, enfin qui me fait personnellement beaucoup rire, puisqu'en haut c'est marqué « Il voulait tuer Hitler ». Puis on ne sait pas pourquoi, en dessous c'est Napoléon Bonaparte, et puis c'est Sarkozy. Enfin, il y a une espèce de choix de couverture qui était un peu étrange, mais il est clair que les caricaturistes, comme le montre le dessin de gauche, se sont donnés à cœur joie, y compris dans les allusions, celui-là qui est très très joli, où il se lève le matin, il choisit son costume. Alors il a soit le costume de Gaulle, soit le costume de Napoléon. Alors on se dit, il ne va pas hésiter longtemps, normalement. Enfin, en tout cas, les deux sont dans son placard. Et alors, pour faire bonne mesure, hein, bien sûr, notre président actuel, à qui on prête cette citation, que l'on prête à Napoléon Bonaparte, mais enfin ça, j'y crois pas beaucoup non plus. Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner, ce qui n'est pas très gentil. Et puis, notre pauvre monsieur Sarkozy qui s'en va avec le drapeau napoléonien. Alors, les premiers ministres aussi y ont droit. Hein. Là, c'est Dominique de Villepin qui est en Napoléon et qui explique à Sarko que nous allons avoir 100 jours pour sauver la France. Et le pauvre Sarkozy est déjà sur Waterloo. Et d'autres premiers ministres, alors à gauche, on le reconnaît bien sûr, c'est notre premier ministre actuel, Manuel Valls, qui est dans le beau costume rouge de Napoléon en tant que consul. Alors à droite, on le reconnaît plus difficilement, c'est Tony Blair. Alors la caricature est un peu méchante, pas très ressemblante, mais en tout cas, ils n'ont pas hésité, en bon anglais qui n'aime pas l'Empire, à le représenter en Napoléon Ier. Et puis le retour de notre président avec Joséphine Gaillet, entre parenthèses invitée, qui est à droite, et puis à gauche, Marianne, bien sûr, qui, je ne sais pas pourquoi, a un air un peu négligé. Et au milieu, à Napoléon en rose bonbon, qui est quand même un peu une rareté. Donc, comme vous venez de le voir, c'est vrai que cette figure a inspiré beaucoup la caricature politique, mais pas seulement la caricature politique. Alors, je ne reviens pas sur le cinéma, puisque Jean Tullard a eu l'occasion d'en parler hier, mais que l'on prenne les tout premiers films de l'histoire du cinéma, à gauche, vous avez une image qui est extraite de l'entrevue entre Napoléon Ier et le pape Pie VII, qui est un des tout premiers films des Frères Lumière, et en tout cas un des tout premiers films de fiction des Frères Lumière. Et puis à droite, vous avez Les Profs, ce film qui a eu un grand succès, enfin ces films, puisqu'il y a eu des suites qui ont eu un grand succès récemment, tirés d'une bande dessinée, dans lequel le prof d'histoire, qui est ici en première ligne, fait une fixation sur Napoléon Ier, dont il parle quasi uniquement dans tous ses cours d'histoire. Donc on voit que le cinéma, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, s'est beaucoup emparé de cette figure, tantôt sérieusement, tantôt de manière plus humoristique. Et un des plus grands comiques de l'histoire, qui est Charles Chaplin, Charlot, qui a fait, comme vous le savez, un certain nombre de films sérieux parmi ses comédies, à un moment de sa vie, a vraiment eu envie de jouer Napoléon Ier. Il a écrit un scénario, il a beaucoup travaillé la documentation, et comme vous le voyez, il était en train de s'inspirer de ce personnage. Alors c'était un film qui aurait été sérieux, mais qui n'a jamais été tourné, et qui prouve à quel point cette figure de Napoléon a pu inspirer les grands artistes. Alors, il y a un autre thème, en revanche, qui intéresse beaucoup les dessinateurs et les caricaturistes, c'est le thème de la folie, c'est-à-dire la personne qui se prend pour Napoléon, et qui, évidemment, montre cet aspect de ce personnage mégalomane que l'on a traité de fou parce que partant comme ça à la conquête du monde. Vous voyez d'ailleurs dans cette carte postale, qui est une carte postale de 1908, que déjà certains photographes se sont amusés à représenter l'empereur avec un manteau noir sur la tête. Et à gauche, vous avez un autre exemple, hein, qui est un dessin qui est paru dans Charlie Hebdo, comme vous voyez après les attentats, où on fait cette référence à Napoléon de manière très explicite. Et alors, dans un dessin animé ou dans une bande dessinée, quand on veut faire comprendre qu'un personnage est fou, est en train de devenir fou, ou est fou, on lui met un chapeau napoléonien et on lui fait mettre la main dans le gilet. Alors ici, c'est le petit écureuil qui s'appelle Scratz, qui est un personnage en fait très méchant des dessins animés de Tex Avery, qui est représenté ici. Il est devenu fou, il a pris un coup sur la tête et hop, il devient Napoléon. Deux autres exemples célèbres, évidemment. À droite, Hergé, Les cigares du pharaon,
où donc Hergé se promène dans le jardin d'un asile et où il y a donc ce personnage qui est assis sur un autre et qui se prend pour Napoléon. Et puis à gauche, évidemment, tiré du combat des chefs de Uderzo et Goscinny, Astérix bien sûr, quand ils vont chez un médecin, il y a ce personnage qui est dans la salle d'attente devant. Et cette phrase, celui-là, personne ne sait pour qui il se prend, évidemment, puisque c'est un peu achronologique. Mais on voit très bien qu'à chaque fois, le thème, le fil conducteur, c'est la folie. Alors voilà, Donald, à un moment, il devient fou parce que dans une scène, il trouve que tout est trop compliqué, et tout lui échappe, et il fait une crise de nerfs, il devient fou, et hop, il devient évidemment Napoléon. Et autre exemple, auquel on ne pense pas forcément parce qu'on ne s'en rappelle pas, mais même Aladdin, à un moment, devient Napoléon, ce qui est quand même assez étonnant, en tout cas pas forcément dans l'histoire telle qu'on pourrait l'imaginer. Et puis à gauche, c'est ce petit personnage adorable qui est dans Dumbo, qui est tout le temps avec le petit Dumbo, et qui à un moment aussi, comme ça, passe un mauvais quart d'heure et devient fou avec cette représentation de Napoléon qui ressurgit. Alors sans rapport avec la folie, mais juste pour vous dire que ça va loin, c'est les mignons, ces petits personnages adorables qui font l'objet de plusieurs dessins animés, et parmi les scènes qui sont représentées, il y a cette scène où on voit Napoléon qui est en train de diriger la bataille avec les mignons qui sont derrière et qui sont en train de jouer les grognards, chacun à leur manière. Alors évidemment, il y a des thèmes qui se prêtent plus que d'autres à la référence napoléonienne. Dans la bande dessinée, l'exemple est évidemment Astérix en Corse. Astérix et Obélix vont en Corse dans cet album célèbre. Et évidemment, ils sont confrontés à l'esprit corse et entre autres à des références à Napoléon, comme ici ce personnage qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Figatélix, mais je ne vais pas me tromper, non, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est ce personnage qui dit à César que quelles que soient ses conditions, il ne sera jamais empereur, évidemment, puisque l'empereur ne peut être qu'un Corse, bien sûr. Et les références napoléoniennes, on les retrouve à plusieurs endroits dans l'album, comme ici, dans cette très belle scène de bataille où il y a ce jeu de mots complètement absurde, mais tellement drôle, quand il dit qu'il est célèbre chez nous le sommeil d'Austerlitz. Évidemment, soleil d'Austerlitz, sommeil d'Austerlitz, on est très loin de la réalité, mais bon, je pense que Goscinny se serait damné pour un bon mot, et là, en l'occurrence, il s'est fait un grand plaisir. Et toujours, allons, faites donner la garde, la grande réplique de Napoléon à Waterloo, qui avait d'ailleurs déjà inspiré des caricaturistes. Vous voyez à gauche une caricature d'un empereur prussien qui justement dit « faites donner la garde », et bien Goscinny et Uderzo reprennent la réplique, et cette fois c'est Jules César qui la tient et qui la donne. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un phénomène assez récent, qui, je dirais, à moins d'une dizaine d'années, Napoléon est devenu le héros d'un certain nombre de bandes dessinées humoristiques, comiques, où il est le personnage principal. À droite, par exemple, ce sont des planches, des histoires en une planche, où on s'amuse avec la personnalité de Napoléon, on rapporte certaines vraies anecdotes, on en invente de fausses, etc. Et à gauche, vous voyez que là, en l'occurrence, c'est une bande dessinée entière qui est consacrée à l'été 1815, c'est vraiment la fin du règne, et qui est là aussi une bande dessinée humoristique dans laquelle Napoléon joue un rôle à part entière. Alors, il est aussi le héros de dizaines de bandes dessinées sérieuses qui racontent sa vie en bande dessinée, mais cette fois avec des dessins tout à fait dignes. Ce qui est beaucoup plus nouveau et beaucoup plus étonnant, c'est qu'il devient le héros de bandes dessinées humoristiques depuis quelque temps. Alors, je pense que vous avez pu, comme moi, vous amuser à voir passer tous ces exemples de caricatures napoléoniennes, de références à Napoléon. Celle-ci que j'ai mise en guise de début de conclusion me plaît beaucoup parce qu'effectivement, on oublie qu'il a laissé son nom à son chapeau, parce qu'on l'a dit depuis le début, une bouteille de fine, ça c'est plus original, le cognac, Napoléon.
Un code, ben oui, le code napoléonien, et puis une route dans les Alpes, la route Napoléon, évidemment, celle par laquelle il est revenu quand il est remonté sur Paris après son exil à l'île d'Elbe. Donc on voit comment est-ce qu'un grand homme peut se résumer comme ça à travers quelques idées. Et on a des images comme ça qui sont des espèces de télescopages visuels où on retrouve cette silhouette napoléonienne. On lui enlève son bicorne, ça pourrait être quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais on lui met son bicorne, on met Wagram au-dessus et immédiatement on retrouve notre Napoléon. Et puis Napoléon, évidemment, indépendamment du fait qu'il a une relation forte avec le musée du Louvre, puisqu'il a habité aux Tuileries, et en tant qu'empereur, il a évidemment régné sur le Louvre, qui était entre-temps devenu un musée, qui a représenté en fait un des aspects les plus forts de son pouvoir, puisqu'il a très abondamment enrichi ce musée qui portait son nom à l'époque, des œuvres qu'il avait conquises dans l'Europe entière. Napoléon, il a aussi ce lien assez amusant avec la Joconde. Alors il faut savoir qu'à un moment, il a été une des rares personnes qui a dormi avec la Joconde, puisqu'il aimait beaucoup loger à Versailles dans le Grand Trianon, où il a passé de nombreuses nuits. Et à cette période-là, la Joconde était dans la chambre à coucher de l'empereur au Grand Trianon. Et donc il y a cette relation un peu étrange entre lui et la Joconde, et une relation qui est très peu connue, puisque seuls les historiens de Mona Lisa connaissent cette anecdote à cause de l'emplacement. En revanche, les dessinateurs, étrangement, rapprochent les deux, et ça, c'est quand même quelque chose de très curieux. Là, c'est une allusion à la petite taille, justement, parce que la Joconde, qui est habillée en personnage évidemment contemporain de Napoléon, lui dit « Quelle belle talonnette tu as », la référence à la talonnette évidemment que d'autres connaissent aujourd'hui, qui montre qu'il est de petite taille et que pour se grandir, il a mis ses talonnettes. Et puis une qui est un peu plus osée, mais qui est quand même assez intéressante, où on voit Napoléon qui parle à Mona Lisa et qui lui dit soldat Mona au rapport. Alors ça devient très très étrange, parce qu'on a cette silhouette de Napoléon en plus qui est là en petite tenue, mais enfin qui garde quand même son chapeau et sa main dans son veston. La figure de Mona Lisa qui devient une femme de mauvaise vie. Ces deux personnages se rencontrent devant des soldats. Enfin, tout ça devient très très particulier. Et on se demande pourquoi les dessinateurs ont aussi cette rencontre entre Napoléon et Mona Lisa. Évidemment, nous, en tant que passionnés du musée du Louvre, cette rencontre ne peut que nous amuser. Donc pour conclure, je vais peut-être vous surprendre un tout petit peu, mais je pense que c'est amusant. Je vais vous passer un extrait du concours de l'Eurovision de 1974. Qui, alors évidemment, quand on a une bonne mémoire, on sait que c'est le groupe ABBA qui a remporté cette année-là l'Eurovision, donc la Suède en l'occurrence, et le groupe ABBA chantait Waterloo, vous comprenez, l'allusion très fine à ce personnage napoléonien, et cette chanson, dont on ne connaît pas vraiment les paroles, bien qu'elle soit très très célèbre, dit que justement, contrairement à Napoléon à Waterloo, quand on a une très belle histoire d'amour, évidemment, elle se termine très bien, et c'est plutôt Austerlitz que Waterloo. Et donc ces jeunes femmes vont vous être présentées. Mais alors, regardez attentivement au début, parce que après les quelques images habituelles du concours de l'Eurovision, on voit Napoléon arriver sur scène, puisqu'en fait, c'est le chef d'orchestre, compositeur de la chanson en question, qui avec le groupe ABBA, qui se présente habillé en Napoléon Ier. En tout cas, je vous remercie de votre attention, et puis je vous laisse avec cette chanson célèbre. And we move now across into Sweden, the largest of the Scandinavian countries. And although we're looking at streets, it's a country full of mountains, lakes and forests. And of course it's full of blonde Vikings. And see why in a minute. The song is called, oh, and it's Napoleon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Vous pouvez danser, hein.